6 mois après le tabac. waaye Bazin Foussneguer yamul foofu de Lama boutique dafa dem jëli qualité indil la ko Bazin Foussneguer Vienna 64% de coton 36% de viscose brillant mu am motif yu rafet motif couleur yoo xam ni mosoo koo gis ay motif pour góor ak motif pour jigéen yoo xam ni machallah mu am 3 dimensions yoo xam ni yëpp rafraîchissante pour la peau brillance bu parfaite même boo ko fóotee ñetti yoon machallah Bazin Foussneguer noblesse nag mooy daj dëpp gi 55% de coton 45% de viscose ba noppi nag bazin bay tàkk couleur ba vif tey respiré mu agréable sur la peau doux lool bazin Foussneguer noblesse dawal gaaw Lama boutique avenue Cheikh Ahmadou Bamba HLM Jano ak Guy gi téléphone 77 507 31 21 wala 77 972 96 46 ak Lama boutique allée Léopold Sédar Senghor wala Lama boutique 2 voies HLM cey waay cey Lama boutique lii ci bazin Foussneguer amatul. L'air du temps, votre émission hebdomadaire sur e-radio 93. Ce dimanche, les thèmes vont porter sur l'analyse de l'appel de la condamnation pour diffamation contre Ousmane Sonko et ses conséquences, la position de neutralité de la France dans la politique intérieure du Sénégal, les configurations politiques dans les prochains mois dans les coalitions au pouvoir et de l'opposition. Que peuvent être les lignes de fracture pour débattre de toutes ces questions? L'air du temps reçoit ce dimanche 2 avril 2023 Maurice Soudjek John, professeur agrégé de sciences politiques à l'UGB et docteur en sciences politiques de l'IEP de Bordeaux en France et Abdou Ndokhour Kachendaou, socio-anthropologue. Rendez-vous ce dimanche sur e-radio avec Alassane Samba Diop. Dimanche 2 avril 2023. Merci d'être à l'écoute de l'air du temps, qui reçoit donc Maurice Soudjek John, professeur agrégé de sciences politiques, Université Gaston Berger de Saint-Louis et diplômé de l'IEP de Bordeaux. Ensuite, Abdou Kachendaou, socio-anthropologue, il est en ce moment à Oussouye. Abdou, vous nous entendez Oussouye? Je vous entends très bien, Alassane. Merci d'être avec nous en Zoom pour faire cette émission, pour parler de ce qui se passe au Sénégal. Très rapidement, nous allons au vif du sujet. Vous le savez, cette semaine, il y a eu un communiqué de Yewwi Askan Wi qui voulait organiser une marche le 3 avril prochain, donc demain, à la veille de la fête de l'indépendance. Après, il y a un communiqué qui est sorti Yewwi en disant qu'ils ont été contactés par des hauts gradés de l'armée qui leur disent que ce n'est pas opportun d'organiser cette fête, parce que la fête de l'indépendance, c'est la fête de l'armée nationale. Et il y a eu un communiqué de la DIRPA, la Direction de l'information de relations publiques de l'armée, qui démontre qu'il y ait contact avec de hauts gradés en disant que l'armée doit être mise hors de portée des querelles politiques. Abdou Ndokour Kachindo, quelle analyse peut-on faire de cette situation? Alassane, merci beaucoup. Je voudrais profiter de l'occasion pour dire bonjour à mon grand frère, professeur John, avec qui je pense que nous aurons des débats extrêmement intéressants. Maurice, qui est un intellectuel très brillant, détaché d'un certain nombre de préjugés. Et donc, merci d'avoir accepté de débattre avec moi. Alassane, je vais avoir une perspective très différente. En réalité, nous devons éviter d'être dans les épiphénomènes, en tout cas si nous sommes dans l'analyse politique. Après, il y a une forme d'analyse politique qui est un peu plus partisane et qui fait que on peut entre guillemets se chamailler. Je crois que la question principale qui est posée au-delà de l'armée, au-delà de Yewwi Askan Wi, au-delà de Benno Bokk Yakaar, c'est la question principale de notre nation. Quel type de nation nous voulons construire? Parce que si on ne ramène pas les débats de fond, on risque d'être constamment dans des questions, on va dire, d'épiphénomènes. Est-ce que nous sommes une république bananière? Bien sûr que non, dans les normes, non. Est-ce qu'on peut envisager que ce qui se passe en ce moment, y compris le débat avec les forces de sécurité et de défense, qui ont bien raison de demander à ce que les politiciens les mettent en dehors du système, en dehors de leur débat, en dehors de leurs contradictions politiques, au-delà des questions également de Sonko, etc. Globalement, quel type de nation nous voulons pour réaborder les questions de façon plus spécifique, mais de façon plus stratégique, parce que c'est ça qui intéresse fondamentalement les Sénégalais. Alors, je pense que j'aurais pris la question de cette manière en disant que
nous n'avons pas le droit d'être une république bananière. Parce que je rappelle que, très brièvement, le Sénégal a des acquis incontestables sur le plan politique et sur le plan syndical. Lorsqu'on on voit que ce pays a été bâti sur des principes qui sont de grands principes que nous avions connus déjà depuis très longtemps. Le Code du travail était, par exemple, avant même son adoption, il y avait de grands syndicalistes ici au Sénégal. Sur le plan politique, il y avait de grands politiques également sur le plan politique. Alors donc, cette expérience, nous ne pouvons pas l'ignorer pour être sur des épiphénomènes. Alors, je ne dis pas que les questions abordées ne sont pas importantes. J'observe simplement que, effectivement, sur la question, laissons notre armée, parce que nous avons une grande armée, quel que soit ce que les gens peuvent dire. Nous avons de grands officiers, quel que soit ce que les gens peuvent dire. Et à travers le monde, nous rayonnons en tant que grande armée. Alors, je pense que donc, nous pouvons avoir des contradictions politiques. Et là, je reviens sur ce que j'appelle des épiphénomènes. Bon, parce que c'est vous qui me posez la question. Mais globalement, on peut, je pense, considérer qu'un des points de consensus, c'est la préservation de l'identité de notre armée, parce que c'est ça qui sauvera notre pays. L'armée, c'est une grande armée à travers l'Afrique, et surtout armée-nation. Ce n'est pas armée et nation, c'est armée-nation de l'entrée de l'Union pour montrer cette symbiose entre l'armée et le civil de façon globale. Ces questions qu'on a mises sur le tapis, est-ce qu'elles peuvent être dangereuses? Merci beaucoup, Alassane. Je voudrais d'abord saluer. Alors ça, je ne vous entends pas bien. Hein? Ah, oui, d'accord, c'est bon. Oui, maintenant, c'est bon, je vous entends maintenant, oui. Voilà, je disais que je vous remercie Alassane pour l'invitation. J'en profite pour saluer mon collègue et ami, le professeur Abdoul Ndao, qui est un brillant et éminent sociologue et anthropologue. Je salue également tous les spectateurs, ou peut-être plus exactement les téléspectateurs de e-radio. Alors, cette question qui a été agitée, le professeur Ndao en a parlé de fort belle manière, c'est qu'il y a des institutions, des valeurs qu'il faut absolument préserver dans le sens de construire et de perpétuer notre République. C'est extrêmement important et parmi ces questions-là, nous avons la question de l'armée, mais au-delà de l'armée, nous avons la question de l'ethnie, nous avons la question de la religion, et nous avons la question du respect des institutions de façon plus générale, parce que les institutions, c'est des formes sociales établies, c'est des constructions de sens et des projections de confiance qui permettent d'incarner, de pérenniser le vivre ensemble. Dès lors, si les institutions sont remises en cause, si celles-là même qui font la stabilité de la République sont contestées ou assujetties par des considérations d'ordre politicienne qui n'ont pour objectif que d'asseoir et d'assouvir des ambitions de pouvoir à tout va et à tout prix, ce sont les fondements de la République qui sont menacés. Vous avez parlé d'armée-nation, mais l'armée, c'est le creuset, c'est un creuset de construction donc de la nation. Et nous avons au Sénégal la chance, j'allais dire la bénédiction, d'avoir une armée, d'avoir des officiers de très grande qualité qui sont des intellectuels de haut cadre, des scientifiques hors pair. Et c'est une armée dont il faut être fier et qu'il faut mettre au-delà et en dehors des considérations politiques, j'allais dire politiciennes. Eh bien, ce communiqué de la coalition Yewwi Askan Wi, je crois, est une malencontreuse erreur parce que, eh bien, l'armée n'a rien à voir avec les considérations politiciennes. Et ça, il faut que ce soit clair. Si Senghor a pu former un État, une nation, si aujourd'hui le Sénégal a cette paix et cette stabilité tant enviée à travers le monde, c'est parce qu'on a su construire des institutions fortes en mettant en avant le devenir et l'intérêt du Sénégal et du Sénégal seulement. Mais Abdoul a posé la question en disant que c'est des épiphénomènes. La question qu'on doit poser, c'est notre vivre ensemble, notre nation en tant que telle. Si on arrive à poser ces débats-là, les questions de fond,
Oui, je crois que c'est une question de fond. Je parlais tout à l'heure d'éviter d'agiter, d'instrumentaliser dans le registre ou dans les marqueurs identitaires l'ethnicité ou la religion et de préserver donc cette armée nationale qui constitue le pilier essentiel sur quoi repose notre sécurité, parce que la sécurité, ne l'oublions pas, c'est le premier des droits. Toutes les théories sur le contrat social gravitent autour de la sécurité, que ce soit le Léviathan de Thomas Hobbes, que ce soit le contrat social chez Jean-Jacques Rousseau ou chez Montesquieu, eh bien, tous sont d'accord que c'est la problématique de la sécurité qui est à la base du contrat social, parce que sans la sécurité, aucun droit ne peut être respecté, on ne peut jouir d'aucune liberté, on ne peut exercer aucun droit. Donc c'est la sécurité qui est au fondement même de notre République. Donc les piliers qui assurent la stabilité de notre République à travers les institutions de défense et de sécurité doivent être absolument préservés. Maintenant, sur la construction de la nation, il faut dire que la nation, comme dit Renan, c'est un plébiscite de tous les jours. Eh bien, cette question de fond que nous avons, c'est que nous avons déjà un consensus autour de la construction de la nation sénégalaise avec des acquis très forts, mais des acquis qu'il faut préserver parce qu'en cette matière-là, eh bien, il est plus facile, comme en toute autre matière d'ailleurs, de détruire plutôt que de construire, parce que ce qui est construit pendant des siècles peut être facilement détruit. Eh bien, il faut faire attention à cela. Et les acteurs politiques sont au premier plan interpellés. Il faut qu'ils fassent preuve de mesure, de responsabilité et finalement de patriotisme, parce que l'armée est au-dessus de tout. Et dans les Écritures saintes, on nous enseigne qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Et ceux-là qui ont choisi de donner la vie pour la patrie, pour que nous puissions être en sécurité, ceux-là doivent être mis au-dessus des contingences. Les politiciens convoquent toujours l'armée. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait qu'on ait permis même aux militaires de voter au Sénégal n'est pas un clin d'œil qu'on a lancé à l'armée de la mettre dans des débats politiciens? Non, je crois qu'il faut considérer que l'armée n'est pas également chose désincarnée. L'armée, ce sont aussi des citoyens qui ont le droit de voter et personnellement, je vote pour que l'armée continue de voter. C'est l'éthique et la déontologie qui sont derrière leur pratique, c'est ça qui est plus important. Pour le reste, je crois qu'il est très important que nous puissions avoir cette opportunité de faire voter l'armée avec ses avantages, mais également avec ses inconvénients. Pour le reste, je crois que le problème que nous avons, c'est la posture des politiciens vis-à-vis des institutions. On ne va pas généraliser parce que la généralisation pose toujours problème. Mais je crois qu'on peut écouter des discours pour comprendre que certains souhaitent même que l'armée prenne le pouvoir. J'ai déjà dit ce que j'en pense. L'armée, elle est là pour nous tous. Elle est là et doit être protectrice de nos frontières et d'un certain nombre d'acquis fondamentaux de notre pays. Mais les militaires ne sont pas mieux que des civils. C'est un faux préjugé que nous avons. Et les militaires ne sont pas formés pour gérer nos États en tant que comme des gens. Enfin, les militaires, je rappelle que nous avons quand même un système démocratique, quel que soit ce que les gens peuvent en penser, qui fonctionne, qui permet des alternances politiques où nous mettons des milliards et des milliards annuellement ou par 3 ans ou par 5 ans pour renouveler des structures. Si vous avez ce type de système, pourquoi vous voulez demander à ce que l'armée prenne le pouvoir? L'armée, à la limite, prend le pouvoir dans des conditions où des peuples sont, on va dire, violentés, etc. Bon, ça on peut comprendre. Mais lorsque le régime démocratique, même s'il y a un nihilisme que nous pouvons percevoir dans les discours collectifs, c'est que notre système démocratique marche parfaitement bien. S'il ne marchait pas, Yewwi n'allait pas avoir le nombre de députés qu'il a eu. S'il ne marchait pas, Abdou Diouf n'allait pas être déboulonné par Wade. S'il ne marchait pas,
Macky Sall lui-même n'allait pas déboulonner également, évidemment, Abdoulaye Wade. Bon, donc, je crois qu'il faut être dans la sérénité et éviter les questions tranchées. Après, sur un groupe social, il y a toujours des gens qui sont sur des tendances extrémistes. C'est tout à fait normal. C'est constitutif de la complexité sociale. Mais globalement, je crois qu'il faut que notre système démocratique continue parce qu'on y met beaucoup d'argent, parce que ça permet des alternances, parce que ça permet de gérer le pays et d'avoir l'opportunité, si nous ne sommes pas contents, de sanctionner. Alors, si vous avez ces leviers, vous ne pouvez pas demander à ce que l'armée vienne prendre le pouvoir, qui est une partie du discours. Pour le reste, il y en a qui sont probablement partisans également de la violence pour mettre le pays dans le chaos parce que le chaos les arrange. Et c'est ça, malheureusement, la vérité. Et tout ça, ça veut dire qu'il faut regarder la cartographie des acteurs. C'est qui est dans le champ politique? Mais le champ politique, il est très restrictif parce qu'il y a d'autres acteurs qui sont en dehors du champ politique également, qui peuvent avoir similairement ou de façon totalement opposée le même principe. Alors, c'est ça qui rend la chose extrêmement difficile. C'est pour ça, quand, par exemple, l'opposition, évidemment, fait des marches, il y a des gens qui n'ont rien à voir avec les mots d'ordre, qui vont piller, qui vont voler, qui vont faire autre chose. Alors, dans ces conditions-là, je crois qu'il nous faut revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est que notre système démocratique a beaucoup de faiblesses, mais il permet au moins d'assurer des alternances. Il permet au moins de changer les gens si nous ne sommes pas mécontents. Et vous ne pouvez pas, dans ces conditions, faire appel évidemment à l'armée. C'est une forme de défaitisme extrêmement regrettable, tout au moins, c'est mon avis là-dessus. Sérénité. Il y a eu le procès Mambaïen contre Ousmane Sonko, qui opposait Ousmane Sonko à Mambaïen. Le procès a donné son verdict. Il y a eu 2 mois de prison avec sursis, avec 200 millions de francs CFA demande. Le parquet a fait appel. Mambaïen a fait appel. Quelles sont les conséquences de ce procès? Parce que quand le procès a été, le verdict a été donné, beaucoup de partisans d'Ousmane Sonko étaient un peu quelque part soulagés en disant que ça ne l'empêcherait pas d'être candidat. En réalité, je crois qu'il faut dire que Monsieur le ministre Mambaïnian a le droit de porter plainte lorsqu'il estime être diffamé. C'est un droit qui est absolu, qui lui est reconnu. Mais ce qui pose problème dans cette affaire, de mon point de vue, c'est qu'il y a 2 facettes. D'abord, le code pénal. Le code pénal, puisque c'est une infraction pénale qui est visée, c'est la diffamation. Le code pénal, c'est le catalogue répressif des textes incriminants et punissants contre les faits qui sont attentatoires aux valeurs essentielles qui constituent le vivre ensemble dans la société. Donc, cela veut dire que lorsqu'il y a la commission d'une infraction entendue comme une action ou une abstention expressément prévue et punie par le législateur et socialement imputable à son auteur, il y a la mise en mouvement de 2 actions. L'action publique qui est portée par le procureur de la République et l'action civile qui est portée par la présumée victime de l'infraction pour que le préjudice subi soit réparé. Ce qui est maintenant, ce qui pose problème, c'est qu'autant il a le droit, le ministre Mambaïnian a le droit de porter plainte, mais ce qui pose problème, c'est que aussi cette affaire met en cause 29 milliards. 29 milliards, c'est quand même énorme, c'est 1000 millions 29 fois dans un pays pauvre avec à peu près 70% de la population qui est jeune et qui veut accéder à l'emploi, qui veut accéder à des services publics de qualité et qui veut professionnelle et sociale. Dans ces conditions, le problème que je me pose, c'est un problème de redevabilité, d'autant plus que cette affaire n'a pas été soulevée d'abord par Ousmane Sonko. C'est une affaire qui a été révélée à la lumière du jour, en tout cas qui a été agitée à tout le moins à travers des luttes de positionnement internes à l'Alliance pour la République. Dès lors que M. Birahim Seck également a écrit un ouvrage de 212 pages sur cette affaire, Lettre au peuple, le Prodac, un fait, eh bien, on a des éléments. M. Mambaïnian avait même démissionné à l'époque lorsque cette affaire a été agitée. Et donc, on ne peut pas dire que c'est une affaire qui est tombée du ciel. Donc, sur le plan de la redevabilité, autant il a le droit de porter plainte, mais également sur le plan de la redevabilité, autant les 17 millions de Sénégalais ont le droit de savoir
comment l'argent du PRODAC a été utilisé et pour en avoir le cœur net, il faut que cette affaire soit élucidée et c'est là où justement on attendait aussi le procureur parce qu'il ne faut pas oublier, je parlais tout à l'heure du code pénal comme le catalogue répressif qui constitue les faits essentiels pour lesquels le vivre ensemble est fondé, eh bien, autour desquels le vivre ensemble est fondé, et bien sur cet angle aussi, je crois que l'article 140 du Code de procédure pénale également sanctionne disons, opère une répression beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace de ces faits-là, puisque le mandat de dépôt est obligatoire en matière de détournement de deniers publics, eh bien, il faut cautionner la totalité des sommes, ce qui constitue peut-être même une présomption de culpabilité. Donc, tout cela montre que c'est des faits quand même assez graves qui portent sur des montants très élevés et que donc, par rapport à la redevabilité, les Sénégalais ont le droit de savoir qu'est-ce qu'il en est exactement de cette affaire du PRODAC. Oui, pour le tribunal, l'important, c'est la preuve. C'est-à-dire que si vous accusez quelqu'un, vous produisez une preuve, même si on en parle dans toutes les radios partout, mais devant le tribunal, c'est un papier qui prouve. Oui, Alassane, mais comme ce que je disais au début de mon propos, pour moi, ces questions peuvent être importantes, mais cela relève des épiphénomènes. Parce qu'en réalité, Sonko sans doute n'a pas été trop, on va dire, rigoureux dans les accusations qu'il a portées, mais ce n'est pas le plus important. Pour moi, c'est un épiphénomène. Le vrai phénomène, c'est ce que le professeur Soudak vient de rappeler tout à l'heure. Il faut quand même de la redevabilité sur PRODAC, des vingtaines de milliards de francs CFA pour un pays si pauvre, c'est important. Et on peut étendre encore d'ailleurs le contexte, parce que je rappelle que non seulement il y a le PRODAC, mais il y a également le TER, il y a également le BRT, il y a l'autoroute à péage, il y a d'autres grands chantiers initiés. Il faut faire le bilan de tout cela. C'est-à-dire que la question de la redevabilité interpelle aussi le gouvernement au-delà des questions privées entre Mambayan et Sonko. Moi, je crois que ça ne doit pas nous distraire parce que ce n'est pas le plus important pour notre pays. J'aurais préféré que l'État s'engage à faire le bilan de ces enjeux-là, on va dire du PRODAC, du TER, du péage, du BRT et sans doute d'autres initiatives qui vont arriver, le pétrole, etc. Ça, c'est les choses nationales qui doivent nous interpeller. Et malheureusement, on a superposé des questions privées sur des questions qui auraient dû être des questions nationales pour des raisons de politique que nous comprenons nous tous, parce que c'est l'invalidation, évidemment, de la candidature de Sonko qui est en toile de fond sur cette approche, mais globalement, je crois que Soudiak, professeur Soudiak, a bien raison d'indiquer qu'il faut absolument aller vers on va dire, des bilans qui sont des bilans précis sur les grands chantiers, parce que depuis plusieurs années, le président Macky Sall a initié un certain nombre de grands chantiers, mais on n'a pas de lisibilité sur ces chantiers-là en termes de bilan. Et je pense que nous, Sénégalais, nous devons être encore plus exigeants de la même manière que Mambaïna a le droit de porter plainte pour une diffamation. De la même manière, de façon plus stratégique, il faut demander à ce que l'État fasse le bilan de ces grands chantiers, parce que aussi ça y va de la crédibilité à la fois de la parole publique, de la parole présidentielle, mais simplement des mécanismes naturels de gestion financière de notre État. En toile de fond de ce procès, il y a la candidature de Sonko. Est-ce qu'aujourd'hui, l'appel qui a été lancé par le procureur Mambaïa peut être un risque pour Ousmane Sonko? Parce qu'au fond, dans ce pays-là, comme vous l'avez dit, les questions essentielles, on les pose rarement. On s'ouvre toujours sur des questions politiciennes. Et ça tourne toujours autour de l'avenir des hommes politiques au Sénégal, qui a fait qu'aujourd'hui, on a connu cette tension que nous connaissons, et le nombre de morts depuis Abdoulaye Wade, depuis Senghor, depuis Macky Sall, avec les 14 morts. Jusqu'à présent, on ne sait pas qui a tué. On n'a pas de procès pour ces victimes. Leurs parents attendent toujours. Est-ce que cette question politique pour les élections qui arrivent là peut aussi, avec cet appel, envenimer la situation? Oui, je pense qu'il faut noter que déjà notre démocratie elle est piégée par les logiques politiciennes qui s'occupent de tout, mais pas beaucoup vraiment de nos propres, on va dire, de notre pays, de ses intérêts, y compris de ses intérêts stratégiques.
Vous imaginez, depuis plusieurs mois, plusieurs années, on parle de cette question, par exemple, de Mambaya et de Sonko. Ces deux citoyens ordinaires, même s'ils sont membres de partis politiques. La République du Sénégal doit être au-dessus de ces deux gens-là, parce que ces gens-là ne peuvent pas nous tenir en otage. Et j'ai dit tout à l'heure que pour moi, c'est un épiphénomène et que le plus important, bien évidemment, c'est de considérer comment notre République est capable de faire des bilans, voilà, des redditions de comptes de façon plus globale. Donc, on va encore être dans ce jeu de yo-yo qui est un jeu de rapport de force. Et je pense que chaque parti politique évaluera les rapports de force, y compris les rapports de force politiques. Et je crois que le plus important, c'est que finalement, ça nous mène vers quoi? Pas grand-chose, sinon un discrédit de notre système démocratique fragile, sinon des insécurités qui vont encore s'installer, sinon donner l'opportunité à des gens qui avaient d'autres types de projets à venir s'immiscer dans le processus, y compris un processus de déstabilisation, mais ce n'est pas tout le monde qui est dans la déstabilisation. Et donc, du coup, alors que c'est une banale affaire entre deux citoyens qui aurait pu être réglée autrement si, évidemment, il n'y avait pas tout ce tohu-bohu autour de questions qui sont des épiphénomènes qui n'ont rien à voir, franchement, avec les intérêts du Sénégal, le positionnement stratégique du Sénégal. Et malheureusement, nous n'avons pas ce type de débat. Les cristallisations politiques se sont formées et du coup, on n'écoute plus personne. Du coup, chacun est catalogué dans un camp ou dans un autre. Soit tu es du camp de Benno Bokk Yakaar, soit tu es du camp, évidemment, de Yewwi Askan Wi. Et même la question fondamentale des troisième voies est occultée parce que presque tout le monde aujourd'hui a peur ou presque de s'engager à reconsidérer ce débat de la troisième voie. Or, il y a effectivement des gens qui ne sont ni pour Macky Sall, ni pour Sonko, ni pour Yewwi Askan Wi, mais qui ont une conscience propre qui leur permet, au niveau de l'analyse de ce qu'ils en pensent, au niveau de la pratique politique, de voter pour qui ils veulent, et qui ne sont absolument pas de cette dualité. Donc la dualisation, ou précisément la bipolarisation du système politique, nous porte excessivement tort dans un contexte où les enjeux nationaux ne sont pas abordés. On ne parle pas de pétrole, on ne parle pas de notre système éducatif, on ne parle pas de notre système de santé, on ne parle pas de la question de la réforme des systèmes de sécurité et de défense, on ne parle pas de l'environnement, etc., etc. Nous sommes scotchés sur ces débats bas-fonds. Évidemment, on sait qui a alimenté ces débats de bas-fonds. On y reviendra probablement. L'accusateur principal reste bien évidemment Macky Sall, dans un contexte où c'est surréaliste ce qui arrive avec Macky Sall, parce qu'on ne peut pas comprendre, un, qui n'a pas encore de candidat, mais on va y revenir tout à l'heure, deux, qui semble persister dans le sens d'être encore candidat pour un troisième mandat. C'est surréaliste, personne ne peut comprendre ça avec l'histoire de notre pays, avec ce qui s'est passé sur les réformes constitutionnelles pour verrouiller les mandats. Bon, évidemment, c'est ça la source principale. Pour moi, c'est ça la question principale. Pour le reste, je crois que ce sont des épiphénomènes. Et moi, je me refuse, même si je commente souvent l'actualité de façon plus ou moins biaisée, mais j'assume mon parti pris sur cette partie biaisée sur ma page. Je pense que nous devons avoir un peu plus de hauteur à parler de nos problèmes et laisser les gens qui ont des problèmes privés régler leurs problèmes privés, et que sur les questions stratégiques du fonctionnement de notre République, qu'est-ce que ces posent sur le plan programmatique? Vous les avez entendus parler de programme? On parle de FES, d'Adissa, excusez-moi du terme, de Mambéignan, mais qu'est-ce que ces gens-là peuvent être représentatifs des enjeux de notre société? Absolument rien du tout, sinon que c'est de la politique politicienne, sinon c'est de l'euphémisme politique, malheureusement, dans lesquels nous sommes totalement installés depuis un certain nombre de temps. C'est important pour notre pays, sur la politique intérieure, sur le positionnement géostratégique, comme l'a dit Ndour. Et c'est pourquoi, est-ce que c'est pour ça qu'on comprend l'émission, entre guillemets, de la France dans ce qui se passe au Sénégal, qu'une délégation a été reçue, de Macron a envoyé, a été reçue par le président Macky Sall, ensuite par Ousmane Sonko. Comment on comprend cette neutralité, entre guillemets, de la France dans la politique intérieure du Sénégal? En réalité, la politique, en tout cas en droit international, on a deux principes essentiels. C'est le principe de l'égalité juridique des États et le principe
ingérence dans les affaires intérieures d'un État. Mais la réalité politique, la réalité géopolitique, géostratégique et tout autre, on se rend compte que les puissances étrangères ont toujours un rôle politique et diplomatique qu'ils jouent dans les relations internationales, ce qui est normal. Dans le cadre plus spécifique des relations entre le Sénégal et la France, il faut dire que la France a des intérêts à la fois économiques et symboliques au Sénégal. Les intérêts économiques, c'est évident. D'ailleurs, même D'ailleurs, en lisant le journal Le Monde, ils ont écrit que la France a peur de perdre le Sénégal parce qu'elle a déjà perdu le Burkina Faso, elle a perdu le Mali, et ça ne va pas pour la France en Afrique francophone, que le Sénégal, c'est quelque part le sanctuaire pour la France. Est-ce qu'aujourd'hui, avec tous les indépendants, tout ce qu'on a vécu aujourd'hui, qu'on arrive à dire que la France perd le Sénégal, ce n'est pas une insulte aux Sénégalais, excuse-moi le terme. Je ne le pense pas. Je crois qu'il faut y aller avec mesure et avec lucidité dans l'analyse des phénomènes politiques et des relations internationales. La France a toujours été un allié stratégique du Sénégal. Et aujourd'hui, le Sénégal doit donc ouvrir les perspectives politiques et diplomatiques, diversifier ses partenaires économiques, ses partenaires diplomatiques et ses partenaires stratégiques dans le sens de ses intérêts. Eh bien, tout comme la France également, cherche à préserver ses intérêts. Je parlais d'intérêts économiques d'une part et d'intérêts symboliques d'autre part. Les intérêts économiques, naturellement, c'est qu'il y a des entreprises françaises qui ont pignon sur rue au Sénégal et qui donc, naturellement, veulent continuer à développer leurs activités économiques. Autre chose et de plus essentiel, je crois, c'est la dimension symbolique du rôle que joue le Sénégal, de la place que occupe le Sénégal. Il ne faut pas oublier que le Sénégal, en matière de liberté, en matière de démocratie, c'est un pionnier en Afrique de l'Ouest et en Afrique tout simplement. Et il ne faut pas oublier également l'histoire particulière du Sénégal. C'est en 1848 déjà que le Sénégal envoyait un député siéger au Palais Bourbon, au Parlement français. Ensuite, nous avons eu les communes de plein exercice de 1872. Donc, le Sénégal a été très tôt un laboratoire d'expérimentation de la politique d'assimilation, mais également d'expérimentation des libertés démocratiques dans le cadre de la colonisation. Donc ça, c'est un passé important qu'il faut rappeler, même si la démocratie n'est pas une importation coloniale, puisque dans nos royautés précoloniales, on avait déjà des mécanismes de poids et de contrepoids. Cher Ante Diop parle de monarchie constitutionnelle. On a eu la révolution Torodo de 1776 de Thierno Souleymane Baal qui posait déjà des principes de redevabilité, des principes de résistance à l'oppression, des principes de méritocratie, des principes de valorisation, de promotion de l'intérêt général. Donc la démocratie n'est pas une importation coloniale, mais sous la colonisation, le Sénégal a eu une histoire particulière qui a fait que par la suite, le Sénégal est devenu un pôle de rayonnement par rapport à la démocratie. Donc cela constitue un intérêt symbolique non seulement pour la France, mais également pour toutes les autres puissances étrangères, parce que s'il y a une crise au Sénégal, cela peut remettre en cause le processus d'implémentation, d'approfondissement, de protection de la démocratie en Afrique, et cela n'est pas souhaitable. C'est pourquoi les puissances étrangères se positionnent par rapport à un balai diplomatique, et il est même souhaitable qu'il y ait des pressions, si les pressions peuvent aller dans le sens de faire respecter et de faire respecter les droits humains, parce que ce pays nous appartient à nous tous, ce n'est pas les gouvernants à qui ce pays appartient. Abdoundoukhour, l'intervention de la France avec un émissaire de Macron qui a rencontré Macky Sall, qui a rencontré Ousmane Sonko pour parler de la situation du pays, c'est le poids encore de l'histoire dans nos politiques au Sénégal aujourd'hui de la France? Oui, je continue encore de penser malheureusement que tout ça relève des épiphénomènes. Parce que les émissaires ont toujours existé et continueront d'exister dans ce jeu qui est un jeu de la géopolitique. Donc, qu'on mette en épingle ça, je crois qu'il n'y a pas vraiment de... C'est une lapalissade, ça n'a pas d'intérêt particulier. En revanche, je voulais faire deux remarques. La première remarque, c'est que la France, elle fait partie de nous. Nous faisons partie de la France. Pour la bonne simple raison que nous sommes en train de faire cette émission en français.
et on sait pourquoi on le fait en français. Alors donc, ça, ce n'est pas un problème. Il faut accepter notre histoire. Une des critiques que j'adresse souvent à notre pays, c'est que nous ne voulons pas assumer notre histoire. Il faut assumer, en fait, notre histoire, premièrement. Deuxième remarque, en réalité, il faut regarder les statistiques parce qu'il y a des slogans qui sont de faux slogans. Aujourd'hui, la France ne représente absolument plus rien en termes d'investissement au Sénégal, à peine 4%. Les Chinois sont plus importants maintenant que les Français ici au Sénégal. Les Turcs sont plus importants que les Français. Et donc, l'industrie ou les gens qui viennent de la France en général en termes d'investissement, c'est très petit. Donc, on ne peut pas continuer à dire que la France, c'est un précaré pour le Sénégal. Ça ne correspond ni aux données statistiques, ni aux données d'investissement. Ce n'est pas vrai. Et ça, il faut avoir quand même le courage de le dire pour éviter le discours démagogique qui consiste à dire oui, la France n'est plus rien au Sénégal et de plus en plus, elle va perdre, bien évidemment, la petite part de marché qui arrive, à moins qu'il y ait encore un autre président qui arrive et qui repositionne la France dans le jeu. Ça, ce sont les données et on peut aller les regarder. Par conséquent, je crois qu'il faut nuancer tout cela. Il y a eu une histoire longue avec la France. Il y a eu des hauts et des bas, mais depuis quand même Wade, qui avait même bouté d'or, je rappelle, les bases françaises, ce qui était une innovation fondamentale. Hein? Et Macky Sall, discrètement, comme il a l'habitude de le faire, mais efficacement, a effectivement exclu l'essentiel, on va dire, des investisseurs français sur un certain nombre de questions, même s'il y en a qui sont emblématiques que nous voyons, mais si vous regardez les statistiques, vous vous rendez compte que cette idée de précaré sénégalais, la France a perdu ce précaré depuis très très longtemps. Il reste maintenant sur un certain nombre de domaines, notamment de formation militaire, de formation de nos élites. Il y a quelque chose qui est symbolique, qui est encore là. Bon, mon professeur John a fait ses études, par exemple, en France. Ça a eu un impact, bien évidemment. Évidemment, il y a un certain nombre de nos officiers supérieurs qui font leur qui de compétences dans ce pays, évidemment, ça a de l'influence. Donc, l'influence, elle est symbolique sur d'autres ressorts, mais sur le plan de l'investissement, la France aujourd'hui a définitivement perdu, évidemment, le Sénégal. Mais aujourd'hui, avec la prochaine présidentielle, on est peut-être à 10 mois, 11 mois. Quelles sont les probables configurations pour ce moyen? Les probables configurations, je crois que le professeur Ndao en parlait tout à l'heure, c'est cette question d'abord de la troisième candidature illégale du président de la République au regard de la Constitution, dans son article 27 qui dispose très clairement « Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs ». Alors ça, je crois que c'est une question qui est à la limite banale, j'allais dire un épiphénomène pour reprendre l'expression de mon collègue et ami, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas en faire un problème d'arithmétique. On ne va pas nous dire qu'au Sénégal, on est capable de compter jusqu'à 3. Le premier mandat 2012-2019, le second mandat 2019-2024, eh bien, si on veut y rajouter un troisième, c'est comme à la maternelle, un bâtonnet plus un bâtonnet plus un bâtonnet, ça ne fait pas 2, ça fait 3 bâtonnets. Et pourtant, dans une interview à l'Express, le président dit que cette question juridique est réglée parce que pour lui, le mandat de 7 ans est hors de portée sur le Conseil constitutionnel. Lui, il considère peut-être que le mandat de 5 ans qu'il a eu à faire, c'est son premier quinquennat. Et c'est que défend son camp avec des juristes, éminents juristes aussi qui sont avec eux. Oui, mais en réalité, le problème de droit, c'est que avec le problème du mandat, du nombre de mandats, a été réglé depuis la Constitution de 2001. Et donc, la réforme de 2016 n'est pas une nouvelle constitution. Et la réforme de 2016 a porté non pas sur le nombre de mandats, mais sur la durée du mandat. Donc, la durée du mandat, c'était 7 ans, c'est ramené à 5 ans. Donc, lorsqu'il y a un conflit de loi dans le temps, c'est que la loi nouvelle contredit la loi ancienne. Mais lorsque la loi nouvelle ne contredit pas la loi ancienne, il n'y a pas de conflit de la loi dans le temps. Et le juge a été saisi sur la faisabilité juridique de la réduction du mandat du président de la République de 5 à 7 ans avec application immédiate. Le juge a dit que ce n'était pas possible. Et de ce point de vue-là, la disposition transitoire a sauté, puisque naturellement, puisqu'on ne l'appliquait plus au président dans son mandat en cours, la disposition transitoire devenait superfétatoire. Mais la disposition transitoire était tout aussi superfétatoire par rapport au nombre
de mandats à exercer de façon consécutive, parce qu'en réalité, la réforme n'a pas porté sur le nombre de mandats qui est fixé et limité à 2 depuis la Constitution de 2001 et que la réforme de 2016 est venue conforter. Donc ici, quand on parle de deuxième quinquennat, ça n'a pas de sens. Parce que la loi dit nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Et en droit, on dit ubi lex non distinguit, nec nos non distinguere debemus. Là où la loi ne distingue pas, il n'y a pas lieu de distinguer. Donc, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'un mandat. Un mandat, c'est une habilitation à parler au nom et pour le compte du peuple pour un temps. Et ce temps-là est variable. Il est de 4 ans aux États-Unis, il est de 5 ans en France, il est de 7 ans en République démocratique du Congo, il est de 5 ans au Sénégal. Mais ce qui est visé, c'est l'habilitation. Parce que si vous dites que j'ai exercé le pouvoir sans mandat, c'est très grave. Si vous dites que 2012-2019, ce n'est pas un mandat, c'est très grave. Parce qu'en ce moment, le président aurait exercé un pouvoir de fait. Un pouvoir de fait, c'est-à-dire un pouvoir sans titre juridique valide et valable. Et lorsque vous exercez un pouvoir de fait, les règles de compétence étant des règles d'ordre public, cela veut dire que tous les actes posés ne sont même pas illégaux, parce que pour qu'un acte soit illégal, il faut que l'autorité qui a pris l'acte soit compétente. Mais lorsque l'autorité n'a pas la compétence pour prendre l'acte, on dit que les actes pris sont des actes inexistants, c'est-à-dire nuls et non avenus. Ça veut dire que donc toutes les lois promulguées sont nulles et non avenues, tous les décrets pris sont nuls et non avenus, toutes les nominations à tous les emplois civils et militaires et les actes pris par ces autorités sont nuls et non avenus. Donc, c'est un cataclysme juridique extraordinaire et ça va être un point de divergence essentiel par rapport à cela. Et quand on dit qu'il faut que la parole juridique du président de la République ne le lit pas, c'est extrêmement grave. On ne peut pas tomber à ce niveau d'affaissement. Lorsque un père de famille dit à son fils, si vous travaillez bien, je vais vous donner un cadeau. Alors, le garçon est premier de sa classe, il vient, il réclame son cadeau, vous lui dites que ma parole n'a aucune valeur juridique. Donc, vous voyez bien le niveau d'affaissement auquel on se retrouve. Et ce sont les mêmes qui combattaient le troisième mandat en 2011, je rappelle 2012. Je rappelle que 2011-2012, c'est comme hier. Même ce qui s'est passé en 3500 avant Jésus-Christ, les historiens ont pu l'établir. Donc aujourd'hui, 2011-2012, on s'en souvient, on fait comme si on était tombé dans une forme d'amnésie collective où en fait on avait un trou noir dans la mémoire des Sénégalais. On fait comme si les événements de 2011-2012, les morts qu'il y a eu, ça n'a pas existé. On fait comme si le président Sall n'a pas été élu lui-même sur la base de sa confrontation contre et de son opposition contre le troisième mandat. On fait comme si la coalition Benno Bokk Yakaar n'a pas fait le tour du Sénégal en 2016 avec tous les responsables pour dire que nous avons davantage verrouiller la Constitution parce qu'elle était déjà verrouillée en 2011. Et de ce point de vue, la loi nouvelle est venue conforter la loi ancienne et ne l'a pas contredite. Donc, il n'y a pas de conflit de la loi dans le temps pour dire que nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs et qu'on revienne comme ça pour nous dire que finalement, tout cela n'était que de la farce. Oui. Ndour, est-ce que c'est justement cette question bien précise risque d'être une sorte de configuration dans les prochains mois qu'on va vivre au Sénégal et que tout le débat va tourner autour du troisième mandat, ou bien du deuxième mandat, ou bien du quinquennat. Et chacun, quand on commence aujourd'hui à donner des arguments, il y a des réunions qui ont été prises par les membres de Benno Bokk Yakaar en essayant de valider. Il y a un flou qui persiste et qui fait qu'aujourd'hui, on est dans l'expectative. Mais je suis totalement d'accord avec ce que le professeur John a dit. Ce flou, c'est un flou qui est entretenu. Et il est sciemment entretenu, d'abord par Macky Sall. Mais je voudrais, avec votre permission, donner 3 statistiques et faire un commentaire. Je rappelle qu'en 2019, un tiers des leaders africains n'ont pas respecté la limitation des mandats. Entre 2000 et 2014, 10 dirigeants ont quitté le pouvoir de leur propre gré. En 2015, 10 dirigeants ont décidé, entre guillemets, de mettre à zéro leur mandat pour encore se mettre dans un nouveau mandat, ce qui est actuellement le cas de Macky Sall, même s'il n'a rien dit, notamment le Tchad, au Comores, en Côte d'Ivoire, au Togo, etc. Alors, la question qui est posée sur ces statistiques, c'est aussi celle de l'appétence au pouvoir.
Parce que ce qui nous arrive avec le président Macky Sall, c'est quelque chose, je le disais tout à l'heure, qui est irréaliste. Personne ne peut comprendre que le président considère que s'il dit qu'il est candidat, le pays ne va pas bouger, ne va pas travailler. Alors, ça veut dire que ces ministres ne vont pas travailler. Si ces ministres ne travaillent pas, il faut les mettre dehors. Alors, et on a d'autres aussi. On ne peut pas quand même avoir ce type de raisonnement pour un pays aussi développé, entre guillemets, sur le plan démocratique que le Sénégal. Et effectivement, professeur John a expliqué le contexte qui est un contexte totalement vrai. Alors, si maintenant nous donnons la possibilité aux politiciens de raconter n'importe quoi et demain de revenir sur ce qu'ils racontent, nous sommes dans des problèmes extrêmement compliqués. Alors, donc, il faut que les amis de Macky Sall lui disent d'arrêter de ne pas être candidat. Mais je crois que le président Macky Sall a un plan B. Et si je ne me trompe pas, sur la base de mes informations, je crois qu'il a un plan B. Et son plan B, c'était évidemment entre, on va dire, le Premier ministre actuel. On a perdu le fil du dialogue avec le cours. C'était intéressant là où développer le plan B. Vous pouvez retrouver. Le cours, vous nous entendez? Alors, ça? Oui, vous entendez, vous étiez sur le plan B. Voilà, très bien. Alors, donc, c'est évidemment notre ami qui était l'ancien ministre de l'économie et des finances. Je pense que Macky réfléchit à ça. Probablement pas pour Amadou Ba. Parce qu'Amadou Ba, il traîne un certain nombre de préjugés auprès des Sénégalais d'être un homme immensément riche, etc., etc. Et donc, j'ai le sentiment que le président va être candidat, mais j'ai le sentiment également qu'il a un plan B. Ça, c'est le président Macky. Sur les configurations, Karim Ouad aussi souffre de beaucoup de questions liées évidemment à son père, notamment les Sénégalais ne lui ont pas encore pardonné le fait qu'il voulait mettre son fils. Et du coup, je ne sais pas s'il sera candidat, mais en tout cas, il y a beaucoup de réticences d'un certain nombre de Sénégalais, même s'il ne faut jamais négliger sa base sociologique et sa base, on va dire, religieuse. Quelqu'un, évidemment, comme Khalifa Sall, le problème de Khalifa Sall, c'est que Khalifa Sall n'a pas eu une formation aboutie au sein du PS. C'est la raison pour laquelle c'est un des gars les plus violents au sein de Benno Bokk Yakaar. Je ne veux pas raconter son histoire, ce n'est pas l'objet d'ici, mais en plus, il n'a pas d'ancrage national, Khalifa Sall, malgré tout ce qui est dit. Il reste Sonko. Sonko, en réalité, le problème qu'il a, c'est qu'il a réussi quelque chose. On verra qu'est-ce qui va se passer. Ce qu'il a réussi, c'est l'accaparement des réseaux sociaux. C'est le fait également qu'il a de vrais militants, même si dans ces vrais militants, il y en a énormément qui n'ont pas de carte d'électeur. Je le vois tous les jours, là où je suis ou ailleurs. Alors donc, du coup, on se demande, est-ce que sa représentativité affective correspond à sa représentativité électorale? Parce que c'est ça la grande question maintenant des gens qui vont venir et qui veulent être président. Nonobstant le fait qu'il soit ou qu'il ne soit pas candidat, parce que. Mais je crois que ces acteurs-là, il faut considérer qu'ils devraient restructurer la prochaine élection, sans compter maintenant d'autres qui ont déjà déclaré leur candidature. Je pense à professeur Marito Nian, je pense à... Hein? Je ne vous entends pas bien, Alassane. Ils ont parlé aussi. Idriss Seck aussi est en train de se positionner. Oui. Donc, tous ces gens-là sont pour le moment candidats. Mais la candidature déclarée, c'est différent de la candidature effective. Donc, on verra les jeux d'alliance qui vont s'organiser et on verra également sur la base de ces jeux d'alliance la décision finale du comité du Conseil constitutionnel qui prendra les décisions appropriées. Donc, pour finir, je crois que nous sommes très mal tombés de revenir sur la question du troisième mandat. Parce que ça, c'est un vrai épiphénomène. Nous n'avons pas le droit d'être encore sur la question du troisième mandat. Le président Macky Sall doit partir, organiser des élections transparentes pour tout le monde et que les acteurs politiques mettent l'armée en dehors de leurs petits jeux politiques ou politiciens. Je crois que déjà, si nous sommes sur ce genre d'enjeu, nous pourrions avoir encore un Sénégal qui est encore, on va dire, qui peut réfléchir sur quel Sénégal nous voulons en 2024, quel Sénégal nous voulons en 2034, etc. C'est-à-dire une projection, mais tout ça, ça suppose qu'il y ait des politiciens qui sont à la hauteur et qui ne sont pas seulement là à parler de troisième mandat ou à parler de problèmes privés ou à parler d'autres types
des questions qui ne sont pas les questions réelles des Sénégalais. Les Sénégalais, ils veulent manger, ils n'ont pas de quoi manger de plus en plus. Même s'il y a beaucoup de productions records qui sont réalisées sur le plan céréalier, les Sénégalais, ils veulent de la bonne santé. Il faut revenir sur ces enjeux parce que c'est ça qui fera que le Sénégal se développera ou continuera à être sous-développé. Maurice, est-ce qu'on peut faire une configuration, dire qu'il peut y avoir un troisième larron, quelqu'un qu'on n'attend pas, qui soit comme ça, comme Patrice Talon au Bénin? Une surprise? Une surprise. Compte tenu de pédigré des hommes politiques aujourd'hui? C'est pas exclu parce que ce serait peut-être conditionné par le contexte politique. Mais en tout cas, dans l'histoire politique du Sénégal, on a vu qu'on n'a pas eu d'émergence. Le président Sall, c'est vrai, a été élu après 3 ans dans l'opposition, mais il avait déjà un parcours appréciable au sommet de l'État en tant que ministre, premier ministre, maire et puis président de l'Assemblée nationale. Mais sinon, quelqu'un qui viendrait comme ça pour être un troisième larron, je ne le pense pas. Et c'est peut-être pourquoi le président Sall a tout fait pour fermer le jeu avec la question du parrainage et les affaires politico-judiciaires qui ont exclu des acteurs majeurs. Et je crois qu'on gagnerait à ouvrir le jeu politique et on gagnerait également à ce que le président ne puisse pas tenter une troisième candidature illégale, qu'il organise des élections libres, inclusives, démocratiques et transparentes et que le meilleur gagne, qu'on laisse au peuple sénégalais ce qui est sa caractéristique profonde, c'est-à-dire d'être souverain dans une démocratie. Mais déjà, on compte une trentaine de candidatures déclarées. Oui, les candidatures déclarées, c'est une candidature déclarée n'est pas une candidature effective, mais il y a candidature déclarée et candidature déclarée. La candidature d'Ousmane Sonko ne peut pas être balayée comme ça, comme une candidature déclarée. C'est quelqu'un qui draine du monde, qui a eu à faire ses preuves lors des élections locales et lors des élections législatives à travers Yewwi Askan Wi. Donc, il n'est pas question qu'on puisse écarter des acteurs majeurs de la trempe d'Ousmane Sonko, de la trempe de Khalifa Ababakar Sall ou de la trempe de Karim Wade qui a réussi avec le PDS à avoir 400 000 voix de façon permanente. Eh bien, ces acteurs majeurs doivent être intégrés dans le jeu parce qu'il y va de la crédibilité et de la légitimité de nos institutions. Mais Ndokoura disait tantôt que les réseaux sociaux ne font pas de l'éther. Oui, mais Ousmane Sonko a fait ses preuves lors des élections. N'oublions pas qu'il y a les résultats des élections locales et des élections législatives. Donc, on ne peut pas ramener toute sa popularité à des considérations virtuelles. Voilà, le temps qui nous est imparti est terminé, Ndokoura. Je vous remercie infiniment. Oui, non, mais merci beaucoup, Alassane. Je rappelle que l'élection présidentielle, ce n'est pas l'élection, évidemment, il faut qu'on s'y accorde. Ce n'est pas l'élection, les élections législatives. L'élection présidentielle, c'est une autre forme d'élection. De toute façon, le plus important, c'est que le peuple sénégalais décide démocratiquement. Tout le reste n'est que euphémisme, n'est que, en fait, c'est pas important. Bon, l'essentiel, c'est qu'on ait un système démocratique qui permet de nous amener le président que les Sénégalais ont décidé de mettre à la place. C'est l'enjeu principal de cette élection. Merci beaucoup, en tout cas, et merci à professeur John. Merci à toi d'avoir intervenu depuis en visioconférence, en Zoom, pour faire ce débat aujourd'hui, poser des questions essentielles qui concernent notre pays. Merci à Maurice Soudieck John, professeur agrégé en sciences politiques, Université Gaston Berger de Saint-Louis, aussi agrégé de l'IEP de Bordeaux. Merci à Biran Sissé qui est à la technique avec Dami, qui ont assuré le Zoom depuis Zoom de Oussouy avec Ndokour, pour nous permettre d'avoir ce débat intéressant aujourd'hui sur notre pays. Merci à tout le monde d'avoir été avec nous. Je vous souhaite un excellent dimanche et aussi bonne fête aussi de Pâques à nos parents chrétiens qui bientôt vont la célébrer. Merci. Et il semble que le Ngalak est un peu cher depuis quelques temps. Il faudrait qu'on revoie les prix pour que le plus on revoie notre Ngalak. Merci. Bon dimanche à Il n'y a qu'un seul salut, c'est la connaissance directe. Et aucune paresse ne pourra nous distancer de cette réponse. Il faudra absolument acquérir la connaissance directe.